attendre. Je la refais. Bonsoir. Donc merci de vous être déplacés donc au wagon ce soir. On vous propose une soirée en deux temps. Dans un premier temps, on va vous forcer à m'écouter pendant un gros quart d'heure. Et puis ensuite, le but, c'est aussi d'engager la discussion sur le sujet. Et ensuite, on va pouvoir profiter tous ensemble d'un bon début de soirée avec des bonnes choses à manger, des bonnes choses à boire et surtout des bonnes personnes à rencontrer. Donc merci encore une fois de vous être déplacés et donc on va pouvoir tout de suite engager le premier sujet donc avec un titre, je l'espère, qui vous a un petit peu interpellé. L'IA générative aura-t-elle la peau des ours polaires? Alors j'en profite pour me présenter. Donc moi je vais peut-être arrêter de marcher parce qu'il y a beaucoup de... C'est pas mes jambes, hein, c'est le parquet qui grince. Donc, je m'appelle Aurélien Bocquet, je suis CTO du groupe In-Situ. Donc, In-Situ, on aura l'occasion de le représenter par la suite durant la soirée, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Je suis donc pour mon relevé de carrière, donc anciennement enseignant-chercheur, puis développeur expert, puis architecte freelance. Voilà, depuis maintenant 20 ans de carrière. Et donc CTO du groupe In-Situ depuis tout début d'année, cette année. Et pour mettre un petit peu de contexte à cette présentation, je me suis retrouvé à devoir engager pas mal de sujets chez In-Situ cette année. L'un des sujets étant l'utilisation de l'IA. C'est à la mode en ce moment. On a du ChatGPT dans tous les sens. Nous, on essaye de faire du Gemini. On a un petit peu du mal à convaincre tout le monde parce que ChatGPT est tellement plaisant dans ses réponses que voilà. Mais c'est les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai commencé à réfléchir d'une part à où vont nos données, mais ça, c'est un sujet plus sécurité, conformité et autres. Et d'autre part, combien ça coûte. Donc, combien ça nous coûte, nous, et combien ça coûte à la planète. C'est pour ça qu'on va parler un tout petit peu des ours polaires ici ce soir, donc sur ce sujet. Je ne suis pas un expert IA, j'ai fait un petit peu d'IA. Officiellement, j'ai même un diplôme dans l'IA, j'ai des certifications dans l'IA, mais je suis surtout utilisateur. Donc là, je vais essayer de me positionner sur un spectre assez large, sur un périmètre assez large, pas forcément d'expert IA, mais plutôt d'utilisateur, et essayer voilà, de voir à mon niveau ce que j'ai pu glaner comme information, parce que pour ceux qui sont un petit peu intéressés au sujet, il y a certains fournisseurs là on va parler plus précisément de LLM, il y a certains fournisseurs de LLM qui sont très ouverts sur leur impact, sur la consommation énergétique de leur système, sur voilà, tout leur mode de fonctionnement. Les Français, Cocorico, Mistral par exemple, qui eux sont assez transparents là-dessus. On a d'autres qui étaient très transparents au début, tant que c'était pas trop fâcheux. Je parle d'OpenAI, jusqu'à ChatGPT 3, ils publiaient tous leurs chiffres, tout allait très bien. Et puis là, quand on arrive sur les derniers modèles, curieusement, ils lâchent une petite info en disant « Hey, on consomme moins », sans dire vraiment pourquoi, et moins que quoi, et dans quel cas, et voilà. Donc, j'ai dû me baser sur des recherches qui ont été faites, des recherches françaises, des recherches internationales, des sites de vulgarisation. Enfin, voilà, j'ai vraiment été glaner des informations un peu partout. Il se peut que certaines informations que je vais vous présenter ne soient pas exactes, ne soient plus d'actualité. Et je vous invite soit à partir rageusement en claquant la porte, soit à me le dire, parce que c'est aussi une soirée pour discuter. Et encore une fois, je ne suis pas spécialiste du sujet. Donc si vous avez des informations là-dessus, si vous avez des éclaircissements, n'hésitez pas. On va pouvoir commencer. Donc, la première réponse, est-ce que l'IA va tuer les ours polaires? Non. Pas que. En fait, c'est un ensemble de choses qui font que, d'après un certain Donald, il n'y a pas de réchauffement climatique, mais on va quand même dans une direction qui est assez problématique parce que on prend des habitudes. Là, un peu plus tard dans la présentation, je vais parler des habitudes déjà sur l'IA qu'on commence à prendre, qui ne sont pas forcément bonnes, mais on a pris des habitudes sur beaucoup de choses, sur les moyens de communication numériques, des emails, des chats, des visios, qu'on fait assez systématiquement, mais on le vit même dans le groupe In-Situ, on peut être à plusieurs employés dans le même espace, dans le même bureau, mais comme il n'y a pas assez de place, on se met chacun d'un côté et on parle en visio. Voilà, ce genre de comportement, on a pris l'habitude maintenant et on ne se rend pas forcément compte de l'impact qu'il y a derrière. Donc non, l'IA ne va pas tuer les ours polaires directement, mais il y a quand même des choses un peu plus intéressantes si on creuse le sujet. Donc si on se développe
Si on développe un petit peu le sujet, on va pouvoir donc revoir un petit peu le contexte général de l'IA et plus précisément des LLM. Ce que ça représente, c'est exactement d'avoir un modèle d'IA. Donc comment on crée un modèle d'IA, quelles sont les différentes phases, qu'est-ce que ça représente en termes d'énergie dépensée, en termes d'impact écologique, certains chiffres aussi pour se rendre compte un petit peu de ce que ça représente, les LLM plus particulièrement. Donc je prends en exemple essentiellement dans cette étude ChatGPT 3 parce que c'est ce qui a été le plus documenté sur Internet, mais on peut extrapoler, on a même justement OpenAI qui, alors ça date, c'était en 2012, mais qui s'exprimait déjà sur le sujet pour dire que, j'y reviendrai un peu plus tard, mais en fait on a une croissance de complexité et de consommation de ressources, des modèles d'IA et de LLM plus précisément, qui augmentent beaucoup plus vite que la loi de Moore. La loi de Moore, pour rappel, pour les anciens qui ont encore appris ça dans leurs études, c'est une loi qui prétend, et ça se vérifie plutôt pas mal, que tous les 2 ans, on va doubler la puissance de l'informatique en général, des processeurs en particulier. Et donc voilà, tous les 2 ans, on a un x2, donc forcément, ensuite, ça devient des puissances de 2. Et là, on verra que c'est même pas tous les 2 ans. C'est beaucoup plus rapide que ça dans le cadre de l'IA. Et le problème, c'est qu'en plus, on a une concurrence assez effrénée actuellement qui fait que ça va potentiellement encore plus vite et surtout, il y a beaucoup plus d'impact. Parce que si, à la limite, on n'avait que OpenAI, finalement, on n'a qu'un seul apprentissage, on n'a qu'un seul modèle à utiliser, là, forcément, il se fait un peu la guéguerre. On a du Llama, on a du OpenAI, on a du Gemini, on en a encore d'autres, on a Claude, on en a plein. Et donc, chacun fait ses propres modèles avec son propre entraînement, ses propres exploitations derrière. Et donc, c'est ça aussi qui pose problème. Donc, on verra ensuite donc, qui consomme quoi, surtout comment agir en tant que développeur, comment agir en tant qu'architecte, en tant que MLOps, spécialiste de l'IA, et ensuite quelles sont les bonnes pratiques qui s'appliquent déjà à d'autres domaines. Pour ceux qui connaissent le Green IT, on a des piliers, en fait, donc des grands commandements du Green IT, qui permettent aussi de se remettre en question, peu importe son poste, peu importe son importance dans une équipe IT, ou même plus généralement dans une équipe métier. Donc quelles sont les bonnes questions à se poser pour éviter d'avoir un trop gros impact sur l'environnement. Et puis ensuite, une petite conclusion. Donc pour commencer, le contexte général de l'IA. Alors l'IA, si on remonte vraiment à l'intelligence artificielle, la première fois que le terme intelligence artificielle est apparu dans une publication, c'était en 1956. Ça date un petit peu, on ne se rend pas forcément compte, mais on n'a pas forcément mis la même chose derrière l'intelligence artificielle, derrière le terme, de 1956 jusqu'à aujourd'hui. En fait, pendant, je dirais, les 40 premières années, l'intelligence artificielle, c'était en gros l'algorithmique. C'est-à-dire que la première IA conversationnelle, officiellement, en 1966, s'appelait ELIZA, joli petit nom, sur un terminal monochrome. Et en fait, c'était simplement un système qui essayait de repérer des mots-clés dans les phrases pour répondre des phrases types. Donc c'était bêtement un algorithme qui faisait if, then, if, then, if, then. Mais on appelait ça de l'intelligence artificielle. Et puis petit à petit, on a commencé à faire des systèmes experts. Alors ce qu'on appelait les systèmes experts dans les années 80, c'était finalement rien d'autre que de l'algorithmique, mais appliqué à des règles métiers. Donc les systèmes experts, c'était les systèmes qui avaient des algorithmes métiers qui permettaient d'avoir des moteurs de décision, qui permettaient d'avoir des raisonnements complexes. Et puis ensuite, on est arrivé sur la vraie IA, comme on la connaît aujourd'hui, qui a commencé par des réseaux de neurones, la régression linéaire simple, et puis ensuite des choses un peu plus complexes, des architectures basées sur les transformers, donc ça c'était en 2017, et ensuite les transformers ont pu, alors déjà il y a eu la démocratisation des réseaux de neurones, donc avec TensorFlow, et avant Disbelief, donc ça c'est, merci Google, c'est des bibliothèques qui ont permis à quasiment tout le monde qui savait faire du Python de pouvoir faire des réseaux de neurones. Donc là on a vraiment commencé à faire de la vraie IA. Avant c'était réservé vraiment aux spécialistes, parce qu'il fallait coder ça en dur, que c'était très compliqué d'avoir des bonnes performances sur les processeurs de l'époque. Je parle de l'époque, on était juste il y a 15 ans, mais c'était assez compliqué. Là, on se rend vite compte que les cartes graphiques, les GPU, les processeurs spécifiques pour l'IA, c'est même plus des GPU, c'est ce qu'on appelle des TPU et autres, donc sont vraiment beaucoup plus, et encore c'est en dessous de la vérité, mais beaucoup plus performants qu'il y a encore 10 ans, ou même moins.
Et quand je parle de performance, c'est aussi de la performance énergétique. Donc, il faut quand même contrebalancer le fait qu'on a des modèles qui se complexifient, mais on a aussi des capacités, des ressources de calcul qui sont de plus en plus efficaces. Et puis ensuite, à partir de 2018, on a l'arrivée officielle des LLM. Enfin, c'est même 2017 pour le premier modèle, mais il est passé complètement inaperçu. À partir de 2018, voilà, on a eu les premiers modèles. Donc en 2018, on avait BERT. Donc BERT, c'est l'ancêtre de Gemini, mais qui n'était pas exactement sur le même principe. Du coup, après, on a eu ReBERT. On a eu GPT-3 en 2020, qui a été un vrai modèle grand public par rapport aux autres modèles qui étaient plutôt internes à la mécanique Google. En fait, BERT n'était pas vraiment exposé au public. ChatGPT, lui, c'est vraiment un système, enfin GPT-3, puis GPT-3.5 qui est devenu ChatGPT. Ça, c'est des systèmes qui sont vraiment devenus grand public. Et donc simplement, pour vous illustrer un petit peu la complexité, là, on a le coût d'entraînement. Alors, oui, forcément, vous ne voyez pas grand-chose. Mais donc, le coût d'entraînement des différents modèles en fonction du temps. Donc là, en 2017, on avait simplement le premier réseau avec Transformer qui avait un coût de 930, donc il mesure ça en dollars constants, donc 930 $ pour faire un entraînement complet. Et on arrive progressivement jusqu'à 2023, désolé, je n'avais pas de données plus récentes, où on a le modèle Gemini Ultra qui, lui, a coûté 191 millions de dollars, simplement, rien que sur l'entraînement. Donc ça, c'est juste le coût énergétique à l'entraînement. On parle de coût, mais rendez-vous compte que si on parle de coût, on parle aussi d'impact écologique. Parce que ça représente aussi des tonnes de CO2 en fonction de l'origine de l'électricité, ça représente aussi des problèmes de refroidissement, donc de la consommation d'eau, sachant que les grands acteurs du domaine de l'hébergement, que ce soit donc du Google, de l'Amazon ou d'autres types de grandes sociétés, eux se permettent d'utiliser de l'eau potable, tant qu'à faire, parce qu'elle est plus propre, pour refroidir les centres de données. Et donc c'est de l'eau qui est utilisée, donc ensuite qui est évaporée et donc impacte sur l'effet de serre et ainsi de suite, directement pour refroidir les ressources qui servent pour ces entraînements. On verra par la suite que l'entraînement, il est impressionnant, mais ce n'est pas forcément lui qui est le plus impactant. Alors justement, au niveau ordre de grandeur, sur l'importance des différentes phases sur l'IA, sur la création et l'utilisation d'un modèle. On a d'abord, donc, pour rappel, un modèle comme ChatGPT. On va commencer par récupérer un ensemble de données. Donc ChatGPT, lui, il travaille essentiellement sur un thésaurus de documents publics, qui est une base de données publique de plein de livres, de choses comme ça, pour s'entraîner. Ces données-là, il faut les traiter pour les transformer. Donc ça, c'est la première étape. Je ne vais peut-être pas forcément rentrer complètement dans le détail technique d'un système LLM, mais en fait, on a un système d'abord qui va permettre de mettre les données sous forme de tokens. Ensuite, ces tokens, ils vont passer justement dans un certain nombre de réseaux de neurones, mais très avancés, avec des systèmes de contexte et ainsi de suite, de fenêtres de contexte et autres. Et ensuite, on va avoir l'étape finale qui est, on a un résultat en token, mais on veut répondre en bon français, ou en bon anglais, mais dans un langage particulier à l'utilisateur. Et donc, on a une dernière étape qui est retransformation des tokens en langage. On part du langage, on arrive en token, on finit en langage. Et donc, pour pouvoir traiter ces données, on a d'abord une étape qui est ce traitement des données pour passer en token, pour ensuite pouvoir alimenter le modèle et pouvoir l'entraîner. Donc ces deux premières phases, elles ont déjà un coût élevé. Alors il est assez théorique, c'est une belle étoile, mais donc c'est un coût élevé en termes de ressources CPU, en termes de réseau aussi, parce que toutes ces données, ça représente des pétaoctets de données qu'on va devoir récupérer par Internet. Donc c'est énormément aussi de transfert réseau et forcément du stockage pour pouvoir les utiliser, parce qu'on va les stocker sous différentes formes. Encore une fois, après, une fois qu'elles sont traitées, il faut encore les stocker sous une autre forme, sous la forme de token. Ensuite, on a la phase d'entraînement, donc c'est elle qui est la plus impressionnante, parce qu'on verra par la suite au niveau des chiffres, ça représente quand même des gigawattheures, donc la consommation d'une ville moyenne pendant plusieurs jours, simplement pour entraîner un modèle. Et ensuite, on a l'inférence. Donc l'inférence, c'est simplement l'utilisation d'un modèle. Une fois qu'il a été entraîné, j'ai passé la phase intermédiaire, parce qu'on a des phases intermédiaires aussi, en fonction des modèles, où on peut aussi définir des règles
c'est-à-dire des espèces de tables de loi au modèle qu'il doit ensuite respecter pour chacune de ses réponses. Ça, c'est Anthropic qui fait un modèle justement sous ce type-là. Ou on a d'autres systèmes où on peut spécialiser un modèle. Donc une fois qu'il a été entraîné, on va le spécialiser, donc on va le réentraîner sur un sous-ensemble de données. Mais par exemple, ça va être votre propre référentiel documentaire. Vous utilisez ChatGPT, mais que sur vos données. Donc on va prendre un ChatGPT qui a déjà été entraîné, on va le spécialiser sur vos données pour qu'ensuite il sache répondre en fonction de vos données. Donc ça peut être aussi une étape intermédiaire. Et enfin, on a l'inférence. L'inférence, c'est quand vous lui parlez. C'est-à-dire quand vous mettez un prompt et que vous attendez la réponse, il va y avoir une inférence, c'est-à-dire que votre prompt, il va être traité pour être transformé en token, il va repasser dans le modèle, il va ressortir, et donc il sera retranscrit en langage. Donc c'est comme ça que fonctionne le LLM. Et donc là, on a, encore une fois, c'est vrai que Cassandra me l'avait dit, les tableaux sont tout petits. Mais donc, pour illustrer un petit peu, on a à chaque fois, sur 3 colonnes, l'impact en termes de la première colonne, ça va être en termes de composés rares, de composants électroniques et autres, c'est-à-dire tout ce qui est lithium et choses comme ça, de l'or, enfin voilà, tous les métaux rares qui sont utilisés. Donc là, l'impact des différentes phases. Là, par exemple, on se rend compte que sur la première colonne, c'est les end-user terminals, donc c'est-à-dire c'est vos ordinateurs à vous qui sont utilisés pour utiliser des LLM qui finalement sont les plus gros demandeurs en termes de métaux rares. Ça, jusque-là, c'est un peu normal. C'est chaque ordinateur, finalement, on va avoir une batterie, on va avoir pas mal de choses qui seront assez rares. Par contre, sur la suivante, la deuxième colonne, on va avoir l'impact sur le réchauffement climatique. Alors ça, comment c'est calculé? C'est en fonction de l'impact carbone de la consommation, justement, de chaque composant. Là, encore une fois, on a le superbe vert kaki qui représente les terminaux de l'utilisateur, donc qui sont quand même assez importants. Donc tous vos ordinateurs, finalement, qui sont alimentés en même temps pour utiliser ChatGPT. Mais par contre, on voit que le data center, pour l'entraînement, lui, il a quand même donc c'est en jaune, il a quand même un assez gros impact sur le réchauffement climatique. Et en bleu, c'est l'inférence. Donc finalement, c'est le data center, mais juste pour pouvoir vous répondre, il a un aussi gros impact sur le réchauffement climatique que tout l'entraînement. Donc là, on se rend compte qu'on commence à avoir un rôle sur l'impact écologique de l'IA. Et enfin, la troisième colonne, ça c'est simplement la consommation énergétique qui est utilisée par chaque phase. Et donc là, finalement, en bleu, c'est-à-dire l'inférence, c'est-à-dire les data centers qui nous servent simplement à répondre quand on pose une question à ChatGPT, ça c'est là quasiment la moitié de la consommation énergétique qui est produite par un LLM. Ensuite, le deuxième graphique, ça va être pareil, mais sur d'autres catégories, c'est-à-dire soit le data center, soit l'opérationnel, soit les réseaux. Donc là, en plus, ils ont fait la part des choses avec les communications réseau entre les différents, donc encore une fois, avec les métaux rares, le réchauffement climatique et l'énergie consommée. Donc là, finalement, on se dit que l'entraînement, ce n'est pas forcément ce qui pose le plus le problème. Alors, en théorie, encore une fois, parce que ce qui arrive, c'est que les LLM, donc, qui existent depuis 2018, pour vous rappeler, finalement, ils sont renouvelés assez rapidement. On a eu la première sortie publique qui était ChatGPT, qui était, je ne sais plus exactement, c'était en 2020, 2021, qui a fait grand bruit, mais finalement, il y a plein d'autres modèles qui sont arrivés par la suite. Et en parallèle, chez les concurrents, chez Gemini, chez Llama, chez Mistral, et ainsi de suite. Et on a des versions qui ressortent assez régulièrement. On a des dérivés de versions, donc on a des modèles hauts, des modèles mini, des modèles... Enfin voilà, on a pas mal de modèles différents. Et pour chaque modèle, il faut se dire que, d'une part, il faut refaire un entraînement. Un nouveau modèle, c'est un nouvel entraînement. Parce qu'on n'a pas le même nombre de tokens en entrée, on n'a pas le même nombre de paramètres dans le modèle, on n'a pas le même nombre de tokens en sortie. Donc il faut refaire un entraînement complet. Et puis ensuite, on a des modèles qui sont concurrents. Donc finalement, quand un utilisateur il va chercher une réponse,
on a le cas encore une fois chez In-situ, il va commencer par demander à Gemini, parce que le CTO chez In-situ, il a dit utiliser Gemini, c'est mieux, parce que déjà c'est hébergé sur les data centers français, quand on utilise la version pro, et puis on est quasiment sûr que les données, elles n'arrivent pas jusqu'à Donald Trump. Mais la réponse, elle n'est pas forcément terrible. Donc, soit l'utilisateur, il va retravailler son prompt, donc finalement, là où il n'avait qu'une seule question, bah, il va faire 3 ou 4 ou 10 ou 20 requêtes pour avoir le résultat qu'il voulait, soit il va se dire, bah non, de toute façon, Gemini, comme d'habitude, il ne répond pas ce que je veux, je vais sur ChatGPT, lui au moins il me connaît. Et donc, finalement, il aura fait 2 requêtes pour la même chose, donc d'où l'impact. Et donc, pour reprendre les dires de... Alors, à l'époque, je ne sais plus qui était, là, désolé si quelqu'un a l'info, qui était à la tête de OpenAI en 2012, donc ça date. Donc, le patron d'OpenAI, à l'époque, avait dit, de toute façon, pour les LLM, ce qu'on a mesuré, nous, sur les premières années, et il semblerait que ça s'accélère encore, c'est que la quantité de calcul, donc ce n'est pas la rapidité de calcul, c'est vraiment la quantité de calcul nécessaire pour entraîner un modèle. On a constaté que tous les 3,4 mois, c'est assez précis, on va doubler cette quantité de calcul. Et en fait, ça se vérifie dans les faits, c'est que si on regarde un petit peu le nombre de... non, ça d'ailleurs, c'est pas les bons tableaux, mais... voilà, donc, mais ce qui fait que finalement, depuis 2018, où on a eu les premiers LLM, jusqu'à aujourd'hui, et encore maintenant, tous les 3 mois et demi, on va avoir un besoin en termes de puissance et de quantité de calcul pour entraîner un modèle qui va se multiplier tous les 3,4 mois. Donc finalement, ça va aller très très vite. Et par rapport à une loi de Moore, où finalement on se dit que 2 ans x 2, ça va encore, là, 3,4 mois, ça veut dire qu'en 1 an, on aura déjà fait du x8. Ouais, mais c'est un besoin ou c'est une quantité d'argent disponible? Pour l'instant, c'est une quantité d'argent disponible. On est dans une bulle spéculative au niveau de l'IA, qui fait que, et surtout dans une concurrence effrénée avec des grands acteurs qui ont forcément des moyens financiers qui soit viennent de cette fameuse spéculation start-up et autres, soit viennent de leurs autres revenus. Là, je pense notamment à Amazon, qui, eux, ont vraiment les moyens de mettre justement des moyens dans leur recherche et dans l'entraînement des modèles IA, parce que, alors d'une part, Amazon était le fournisseur, avant qu'il y ait le contrat avec Microsoft, mais prioritaire de ChatGPT, mais il a quand même d'autres, il est le fournisseur de Mistral, par exemple, pour l'hébergement, mais en fait, Amazon a énormément de moyens grâce à toute son activité cloud, qui permet de réinjecter dans les autres activités. Comme il a vu arriver les concurrents, notamment OpenAI, qui lui aussi a été une super bulle spéculative et qui vaut je ne sais plus combien de milliards maintenant, donc, ils ont injecté cet argent-là dans l'IA. Mais finalement, pour l'instant, c'est à perte. Et comme la lutte est très rapide, finalement, tous les 3 à 6 mois, 3,4 mois d'ailleurs, en moyenne, on doit faire un modèle qui est 2 fois plus gourmand pour pouvoir répondre aux clients qui menacent de passer à la concurrence, qui, eux, ont réussi à faire un modèle qui est 2 fois plus puissant. Donc ça va se jouer sur des petits critères. Par exemple, on a le modèle Gemini Pro 2.5, me semble-t-il, qui lui peut s'alimenter de plus d'1 million de tokens en entrée. C'est le modèle Ultra. Donc 1 million de tokens, alors qu'il y en a certains autres qui, au-delà de quelques milliers de tokens, n'arrivent plus à suivre. Ils sont obligés de faire du windowing, c'est-à-dire ils vont prendre qu'une partie. Donc ils transforment les données en tokens, et ensuite, comme il y a trop de tokens, ils vont prendre les 1000 premiers. Le modèle va travailler dessus, ensuite il va prendre les 1000 suivants, enfin c'est un peu plus complexe que ça, mais en gros ça va être ça, et il va remettre bout à bout à la fin. Ça peut bien marcher, mais ça peut aussi rendre des réponses complètement idiotes, parce que le modèle n'aura travaillé que sur chaque petit bout à la fois. Donc il y a d'autres systèmes qui vont finalement travailler sur chaque petit bout, va faire un résumé de chaque petit bout, ensuite va travailler sur la somme des résumés, et ainsi de suite, et va faire un système pyramidal. Mais là, encore une fois, on se rend compte que là où on n'avait qu'une seule question, comme on a trop de tokens, donc une question trop compliquée au départ, à la fin, on va arriver sur une centaine d'exécutions du modèle, une centaine d'inférences, parce qu'on a demandé trop de choses. Donc c'est pour ça que Gemini est arrivé sur un modèle ultra avec 1 million de tokens. 1 million de tokens, ça permet par exemple de mettre l'intégralité des données de votre entreprise dans une seule requête pour ensuite poser une question au modèle. Donc ça devient pas mal. Ça permet de mettre plusieurs livres entiers
comme question pour ensuite poser une question et avoir une réponse fiable. Enfin, fiable. On va rester quand même dans l'IA avec les hallucinations, avec tout ce qui va avec. Mais en tout cas, voilà, ce sera une réponse exhaustive sur l'intégralité des données. Ce qui vient aussi donc donner une autre solution pour les personnes qui aujourd'hui utilisent des RAG. Alors pour ceux qui sont un petit peu dans l'IA, le RAG, c'est un autre système qui permet d'utiliser un modèle qui n'est pas entraîné particulièrement sur vos données, mais de lui fournir un moyen de les utiliser efficacement. Donc, c'est-à-dire qu'on va traiter vos données d'un côté, donc on va les vectoriser, et ensuite on va fournir ces données vectorisées au modèle. Donc lui, il saura directement les utiliser sans avoir besoin d'être fine-tuné, donc d'être spécialisé sur vos données. Enfin, voilà. Donc on a plein de choses qui continuent de sortir comme nouveauté dans les LLM, mais qui font que finalement chaque acteur n'a pas envie de ralentir. Et donc on continue dans cette course effrénée avec ce rythme affolant de doublement de la quantité de calcul nécessaire tous les 3,4 mois. Et petite information aussi, comme il se fait un petit peu soif, vous pourrez boire juste après, on a les informations sur ChatGPT-3 indirectement, parce que là, OpenAI n'a pas communiqué directement, mais par contre, on a des petits fouineurs qui ont été chercher les consommations électriques des data centers qui ont été utilisés pour l'apprentissage et pour l'hébergement de ChatGPT-3, et donc qui ont des informations plus ou moins fiables, mais qui sont assez représentatives quand même, et qui permettent de... Est-ce que je vais réussir à zoomer? C'est magnifique. Voilà. Qui permettent de se rendre compte, là on est même sur du ChatGPT 4o, qui permettent de comparer une recherche Google, ici, en termes de water, avec une petite requête ChatGPT, une moyenne requête, une longue requête, et c'est comme je vous disais, en fait, plus la requête est longue, et plus on va avoir ce système de windowing, donc de fenêtrage, où on va devoir redécouper votre requête en plusieurs sous-requêtes, pour ensuite pouvoir la traiter. Donc forcément, on a une consommation. Donc on se rend compte qu'entre la requête courte, qui consomme à peine plus qu'une requête Google, à une requête moyenne qui fait déjà 4 fois plus, une requête longue qui fait 6 fois plus. Et ensuite, donc l'étude a essayé de se représenter un usage moyen d'un ChatGPT 4o sur une journée normale. Donc combien de fois on fait appel à ChatGPT en une journée quand on l'utilise. Et là, donc, ils sont partis sur une session soit avec 8 messages version courte, soit 8 messages version moyenne, et puis comparer à la fin avec le chargement de 2 téléphones. Et là, on se rend compte que en une journée, si on fait 8 requêtes ChatGPT, finalement, on a rechargé 2 fois son téléphone. Donc pour une personne, ce n'est pas forcément très grave, mais on va pouvoir arriver ensuite à une extrapolation. Donc si on reprend l'entraînement d'un modèle, sur l'entraînement initial, là, sur le ChatGPT 3, ils ont réussi à mesurer 50 gigawattheures pour un entraînement. Donc c'était ChatGPT 3. Le responsable, c'est l'éditeur, c'est OpenAI qui a décidé d'entraîner son modèle. Donc on verra par la suite comment on peut arranger ça. Je vais peut-être accélérer un petit peu parce que je vois le temps filer. Voilà. Et au niveau des inférences, donc là, on redescend et on est à 3 Wh en moyenne. Donc là, c'est une moyenne qui a été faite sur une période où, en fait, en fonction de la taille moyenne, parce qu'on voyait qu'en fonction de la taille de la requête, on était soit inférieur à 1 Wh, soit on pouvait monter. Donc là, en moyenne, on est à 3 Wh à chaque utilisation de ChatGPT. Ce qui représente sur un an, comme on a un entraînement, en fait, si on regarde la roadmap de ChatGPT, en moyenne, ChatGPT, il s'amuse, entre guillemets, à entraîner un modèle 3 à 4 fois par an, entre leurs différents modèles. Les modèles mini, les modèles, donc le GPT classique, le 3, le 3.5, le 4 et ainsi de suite, toutes les différentes versions, ils en entraînent 3 à 4 par an. Donc là, ça veut dire que simplement OpenAI, sur un an, a consommé 175 gigawattheures, rien que pour l'entraînement de ces modèles. Et par contre, d'un autre côté,
tous les utilisateurs de ChatGPT sur un an, eux, ça représente 7832 gigawattheures. Donc ça, c'est une étude, j'ai mis le lien, mais de toute façon, vous retrouverez la présentation aussi sur le LinkedIn, par exemple, et sur le blog, et un peu partout, d'ailleurs, voilà, parce que je ferai aussi une version écrite. De cette étude qui est assez intéressante, justement, sur l'extrapolation de ces données. Donc là, on se rend compte que, déjà, l'entraînement, il paraissait, alors 175 gigawatts, il faut comparer à ce qui est comparable, mais c'est déjà très impressionnant, 7832 gigawatts, c'est beaucoup plus impressionnant, et donc ça représente les inférences, l'hébergement aussi, parce que même si on ne lui demande rien de ChatGPT, derrière, on a quand même les serveurs qui tournent, même s'ils ont les systèmes d'autoscalabilité et de choses comme ça, finalement, il faut quand même que ça reste disponible. Donc, même si pendant une journée entière, tout le monde boycottait ChatGPT, au final, les serveurs continueraient à tourner. Ils consommeraient un peu moins, mais ils continueraient à tourner quand même. Donc, comment agir sur cet impact ? Donc, dans un premier temps, quand on est un tech, dans un premier temps, c'est déjà choisir les modèles. On n'est pas toujours obligé d'utiliser ChatGPT, dernière version full, qui peut en entrée prendre 4000 ou 10 000 tokens et nous fournir une réponse en image ou en je ne sais quoi. On peut aussi utiliser des modèles qui sont taillés pour ce qu'on veut faire. On peut aussi optimiser les prompts. Comme je l'ai expliqué précédemment, on a le nombre de tokens qui influence beaucoup aussi la consommation d'un modèle. À partir du moment où il va devoir redéfinir des sous-fenêtres sur les tokens, il va devoir s'exécuter plusieurs fois, ça va être beaucoup plus coûteux. Donc, on peut aussi essayer de faire des prompts beaucoup plus petits. Un modèle, il sait comprendre forcément du langage naturel, il sait aussi comprendre la signification sémantique des mots. C'est-à-dire que si vous mettez des phrases qui ne veulent absolument rien dire, il va le comprendre quand même. Parce que lui, il saura que si vous parlez de la météo, si vous parlez d'une région ou ainsi de suite, il va savoir faire le rapprochement entre tout et savoir de quoi vous parlez. En fait, il n'impose pas de faire des belles phrases. Lui, il fera normalement des belles phrases parce qu'il a été entraîné pour en sortie, mais en entrée, ce qui est important, c'est de lui donner les termes importants, justement. Potentiellement aussi, c'est de réduire au maximum les méta-instructions. Quand on commence à faire du prompt engineering, on nous apprend qu'il faut commencer par donner un contexte au modèle en disant je suis commercial, je suis dans la technique, je suis un tel, donc positionne-toi en tant que tel persona, et puis ensuite le contexte général c'est ça, donc c'est pareil, ça fait aussi un gros texte, et ensuite on a nos données en entrée, ensuite on a notre demande de requête en sortie, et ensuite on a la forme sous laquelle on veut avoir notre réponse. Donc finalement, c'est plusieurs étapes, ça fait un prompt énorme, mais ça c'est le principe du prompt engineering. Mais une fois qu'on sait que le LLM, qu'on parle un bon français ou qu'on parle simplement avec des mots mis bout à bout, lui va comprendre la même chose, et là on peut déjà optimiser le nombre de tokens. Ce n'est pas non plus phénoménal, mais ça peut permettre justement de passer à des échelles inférieures sur ce système de fenêtrage. Sur les appels API, pareil, à partir du moment où on utilise un modèle autrement que dans une boîte de chat, on a des moyens techniques pour éviter de l'appeler trop souvent. Ça peut être de la mise en cache, ça peut être de l'appel à d'autres types, donc ça on le reverra aussi par la suite, à d'autres types de services qui ne soient pas forcément des LLM. Parce que quand on se rend compte de la consommation qu'implique un LLM, on peut se dire que finalement, faire une recherche Google classique, faire directement appel à un web service d'un autre service, ça peut être beaucoup plus économe et finalement avoir la même réponse. Et enfin, une fois qu'on a choisi son modèle, il est possible que ce modèle soit disponible en SaaS, donc disponible directement sur étagère, il suffit de se brancher sur l'API de ChatGPT, sur l'API de Mistral, sur l'API de Gemini, lui poser une question, on a notre réponse, ou alors de pouvoir l'héberger nous-mêmes. Et ça, l'héberger nous-mêmes, ça a plusieurs intérêts. D'une part, on peut vraiment choisir la taille du modèle qu'on souhaite, et d'autre part, on peut aussi spécialiser notre modèle et le conserver. Là où, sur un modèle en SaaS, on va être obligé à chaque fois de lui rappeler le contexte, de lui rappeler les données en entrée, et ainsi de suite, si on a notre propre modèle, on peut le spécialiser, et du coup, il sera beaucoup plus efficace sur ses inférences. Donc voilà, il y a différents types d'actions qui sont envisageables, plus ou moins complexes forcément, mais qui peuvent permettre à n'importe quel tech, finalement, d'avoir un usage responsable d'un LLM. Ensuite, quand on est un peu plus orienté
technique, c'est-à-dire déploiement et MLOps, là, on peut aussi se poser d'autres questions. Par exemple, j'en parlais, est-ce qu'on héberge nous-mêmes notre modèle ou est-ce qu'on utilise un système cloud pour l'héberger? Donc ça peut être, alors pour ceux qui sont les plus économes ou les plus radins, comme on veut, il y a aussi la possibilité d'utiliser ces anciennes cartes graphiques. En fait, se créer son propre système GPU avec des anciennes cartes graphiques, ça marche aussi très bien. Alors après, il faut beaucoup de mémoire, parce que forcément, c'est très demandeur en mémoire, mais ça peut être aussi beaucoup plus intéressant dans un cadre financier, parce que forcément, on n'aura pas un service à payer tous les mois. Une fois qu'on a fait l'achat, on a fait l'achat, on n'a plus que l'électricité à payer. Et normalement, l'électricité, on va pouvoir beaucoup mieux la gérer. Notamment, si on n'a que quelques inférences à faire, on n'est pas obligé de laisser allumer le système en permanence. Là où un système en ligne, il sera tout le temps allumé, parce qu'il ne va pas attendre que quelqu'un lui demande pour commencer à s'allumer. Donc voilà, il y a des choses qui sont faisables. Ensuite, bien choisir sa région. Ça a plusieurs impacts. Alors, par exemple, ici, j'ai mis des petits graphiques qui sont notamment récupérables aussi sur un site qui s'appelle Electricity Maps, qui est un site assez utile quand on commence à s'intéresser au Green IT. Et c'est un site qui, en plus de dire quels sont les endroits les plus pollueurs, les pays les plus pollueurs en termes d'électricité, va être beaucoup plus précis que ça. Et même au sein d'une même journée, saura dire dans tel pays, en fonction de la période de la journée, on sait qu'il y a telle part de l'électricité qui est photovoltaïque. Forcément, en fonction de la météo, il saura prédire si la part de photovoltaïque sera assez intéressante ou pas par rapport à la part d'énergie fossile ou donc de nucléaire ou d'autres choses directement. Donc saura dire si finalement l'électricité est une électricité verte ou pas en fonction du moment de la journée, en fonction de l'endroit où vous l'utilisez. Donc voilà, il y a différents types d'outils et bien choisir sa région, ça peut être très simple quand vous choisissez chez un provider cloud, que ce soit Google, Amazon, Clever Cloud, Alibaba ou peu importe, à chaque fois, ils sont tenus, normalement, à indiquer quels sont les data centers qui ont le plus faible impact carbone. Donc chez Google, ils mettent une petite feuille verte, par exemple, à côté des régions et des zones qui ont un faible impact carbone. Donc ça, c'est déjà une première étape assez simple. Quand on choisit de déployer un modèle, simplement choisir sa région en fonction de ce critère. Ça peut être, alors après, ça demande de migrer quand on n'a pas fait l'effort au départ, mais ça peut être un choix déjà assez simple. Ces types d'instances aussi, donc quand on veut déployer ses propres modèles, on a des instances qui sont réputées pour être plus économes en énergie. Donc on a par exemple chez Amazon les AWS Graviton, donc c'est les processeurs ARM64, mais on a aussi des versions GPU, donc qui sont des instances qui sont réputées pour avoir une consommation de 30 à 40% de moins pour la même efficacité de calcul. Donc ça peut être aussi intéressant, d'une part financièrement, parce qu'en plus elles sont moins chères, et d'autre part pour l'impact écologique. Et puis ensuite, on a d'autres outils, donc ça, de Green IT, ça peut être Scaphandre, qui est une solution open source. On a AWSCE, par exemple, chez Amazon, qui sont des solutions qui directement peuvent faire du reporting. Donc ça, c'est plus a posteriori, mais ça permet de suivre sa consommation énergétique et suivre son impact carbone au fil du temps pour essayer d'optimiser les choses. Et enfin, quand on n'est ni tech, ni architecte ou MLOps, comment on peut faire? Dans un premier temps, réduire la taille des prompts, c'est-à-dire essayer d'éviter de raconter sa vie quand on demande à ChatGPT. Surtout que la plupart du temps, même si ça n'apparaît pas, vous avez par exemple dans la plupart des chats interactifs comme ça, vous avez les systèmes de session. Quand vous créez une nouvelle session, normalement, il repart plus ou moins d'un contexte vierge. Je dis bien plus ou moins parce qu'il y en a certains comme ChatGPT qui ont tendance à quand même garder un contexte sur chaque utilisateur. Mais voilà, ce concept de session peut vous permettre d'éviter, par exemple, de commencer chaque prompt par « oublie ce que je viens de te dire ». C'est bête, mais voilà, ça fait déjà quelques tokens en moins. Et ça permet et inversement, vous pouvez avoir des sessions qui sont spécialisées par contexte. Si vous avez un travail de commercial et que vous travaillez souvent avec tel ou tel client et que vous avez différentes choses à demander à ChatGPT ou à Gemini par rapport à ce client, vous ouvrez une session, vous donnez le contexte au départ et puis ensuite vous faites toutes vos questions.
Et là, finalement, ça va être beaucoup moins consommateur que de faire une nouvelle session à chaque fois, où il faut répéter à chaque fois tout le contexte. Réduire la taille des réponses aussi. Ça, on n'y pense pas forcément, mais quand, comme je vous ai dit, dans un prompt, on va terminer par donner la forme sous laquelle on veut que le chat nous réponde, le LLM nous réponde, là, on peut aussi lui imposer d'être assez concis, ou de lui donner un formalisme. La plupart des LLM maintenant savent parler en langage structuré, c'est-à-dire on peut lui demander de répondre en JSON, de répondre en XML, de répondre directement en HTML si vous voulez faire une page HTML. Bon, après, il faut éviter de lui demander de vous répondre en image, parce que ça peut être très consommateur, ou en PDF directement. Ils savent le faire, enfin, ça dépend lesquels, dans quelle version. Mais voilà, ils sont capables de le faire. Vous pouvez même demander une vidéo à VO3, par exemple. Ça, c'est pas forcément recommandé, mais en tout cas, demander un langage structuré qui sera beaucoup plus concis et où vous aurez les mêmes informations qu'un texte de 10 lignes, bah ça, déjà, ça peut être intéressant pour réduire votre impact. Restez sobre aussi, c'est-à-dire que et finalement, c'est les deux éléments suivants aussi. Less is more, on n'est pas obligé de mettre de l'IA partout. Alors ça, je vois Eric au fond, qui est le CEO d'InSitu, qui lui m'a dit exactement l'inverse en début d'année dans mes objectifs, qui a dit je veux de l'IA partout. Et en fait, non, on n'est pas obligé de mettre en tout cas du LLM partout. Je vais être un peu plus précis. Mais en fait, là, on a une facilité à utiliser les LLM aujourd'hui. On demande tout et n'importe quoi. Et on a même des petits jeunes, même chez InSitu, qui plutôt que de faire une recherche Google, vont demander à ChatGPT. Et ça devient la norme. En fait, tout le monde fait appel à ChatGPT pour tout et n'importe quoi. Ça, il faut essayer de revenir en arrière. C'est simple, ok, c'est facile, c'est rapide. ChatGPT, il sait tout. Encore une fois, je mets des guillemets, parce qu'il répond à tout, c'est pas pour ça qu'il sait tout. Et encore une fois, ce n'est qu'un modèle génératif. Donc, il raconte des choses qui ont l'air vraies. Voilà. Google, quand on fait des recherches, il y a des sources directement. Maintenant, ChatGPT, il met ses sources quand on lui demande. Gemini, il met ses sources. Gemini Pro, il a un système de réflexion, bon, c'est beaucoup plus long d'ailleurs en termes de temps de traitement, mais il a un système de réflexion qui est très documenté. Donc oui, ils peuvent donner leurs sources, mais ce sera quand même 100 fois plus consommateur en énergie que simplement faire une recherche Google, réfléchir 5 minutes à oui, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est un site fiable. Voilà, donc ne pas tout le temps faire appel à l'IA. Et en dernier, pour l'UX, donc l'expérience utilisateur, c'est pareil. Là, depuis qu'on a des agents conversationnels, c'est devenu la grande mode de mettre des chatbox avec un système d'IA derrière qui permet d'une part de répondre automatiquement en fonction de ce que demande la personne, et puis ensuite d'aller fouiller dans une base documentaire et puis de répondre. Donc ça, c'est pas forcément... Alors, c'est pratique. Souvent, ça marche très bien, surtout qu'en général, c'est de l'apprentissage spécialisé, ou alors en tout cas avec des prompts assez bien faits qui font que les réponses sont assez fiables. Mais par contre, encore une fois, c'est très consommateur. Là où une FAQ, alors ok, c'est un peu plus basique, mais une FAQ, en général, ça répond très bien à 90% des questions. Donc ne pas faire systématiquement la solution de facilité de mettre une chatbox avec un LLM derrière, et peut-être commencer par une étape de FAQ avant de faire appel à l'IA. Et puis enfin, pour se rattacher aux piliers du Green IT, donc les piliers du Green IT, c'est la sobriété, l'efficacité et la substitution raisonnée. Finalement, on retrouve tout ce dont j'ai parlé avant. Donc la sobriété, c'est de ne pas abuser de l'IA. Encore une fois, on n'a pas forcément besoin de ChatGPT dans sa dernière version si on a juste besoin de faire une recherche sur Wikipédia. L'efficacité, c'est là où on va aller chercher justement la meilleure région, le meilleur modèle, la meilleure façon d'utiliser le LLM si vraiment on en a besoin. Et puis ensuite, la substitution raisonnée, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de l'IA partout et de l'IA tout le temps, ou est-ce qu'on peut aussi utiliser, il n'y a pas que l'IA au monde, il y a énormément de services qui existent, qui ne sont pas forcément de l'IA. Il y a de l'IA qui n'est pas du LLM, qui est aussi très efficace. Nous, par exemple, chez InSitu, sur la plateforme WeDesk, on utilise un réseau de neurones à l'ancienne, qui nous permet de faire de la mise en avant de profil et du matching de missions, et qui est très efficace, qui n'est pas un LLM. Et quand on regarde sa consommation, il consomme 100 fois moins qu'un LLM pour faire à peu près le même résultat. Donc voilà, ne pas toujours se dire que comme la solution existe, on va l'utiliser. C'est une solution malheureusement peu chère en ce moment, mais derrière, il faut voir l'impact que ça a. Merci de m'avoir suivi.
J'espère que j'ai été trop long. Mais merci de m'avoir suivi quand même. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, des insultes,